tout le monde a l'impression qu'en fait on a une influence et tout pouvoir sur les uns les autres, ce qui est pas tout à fait le cas, et que une fois qu'on a les mains tout en haut, en fait on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout et que tout n'est pas si simple que ça, et que s'il suffisait d'un claquement de doigts pour agir, sans doute que d'autres n'auraient pas attendu qu'on arrive au ministère pour le faire. Justement, qu'est-ce qui empêche de faire les choses, de faire en sorte que ça bouge? Parce que moi, je discute avec mes collègues en salle de pause, j'écoute leur théorie, ça n'a pas l'air si compliqué. En théorie, il n'y a jamais rien de compliqué. Ouais, c'est ça. En théorie, il n'y a jamais rien de compliqué. Bienvenue dans la saison 2 de Dopamine, le podcast qui invite aussi bien les soignants que les soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, infirmier en réanimation et également créateur de contenu santé sur les réseaux sous le nom de Un Homme Blanc. Nous tournons cette saison 2 dans le magnifique espace Martine Midi de l'hôpital Avicenne de la PHP qui nous a été gentiment prêté pour l'occasion. Notre invité du jour a un parcours des plus atypiques. Il a commencé aide-soignant avant de devenir infirmier, une carrière qu'il a menée dans l'armée avec toutes les spécificités que cela entraîne et que bien sûr nous allons aborder au cours de cet épisode. Mais sa carrière ne s'arrête pas au lit du patient puisqu'il est aujourd'hui le porte-voix de nombreux projets avec notamment récemment le grand sujet de la santé des professionnels de santé. Aujourd'hui nous recevons Alexis Bataille-Ambert, bienvenue dans notre podcast Dopamine. Bonjour. Donc pour commencer, histoire de s'échauffer, de se mettre un petit peu en train, on va te proposer une série de questions, une série d'affirmations pour lesquelles pour le moment tu n'as le droit de répondre que par vrai, faux, oui ou non, en tout cas sans justifier. Normalement c'est plus ou moins fait pour donner envie de justifier. C'est un peu provocateur parfois. Parfait. Ouais. Allez c'est parti. Les aides-soignants militaires sont mieux formés que les civils. Oui. L'armée apprend la vraie solidarité, l'hôpital civil, l'individualisme. Non. La discipline militaire manque cruellement dans les services de soins. Oui et non. Les cadres de santé sont détachés de la réalité du terrain. Non. Il faut un grade militaire pour diriger une équipe soignante. Non. La hiérarchie médicale écrase les compétences paramédicales. Non. Concernant la santé, les politiques défendent plus leur poste que les patients. Non. Aucun parti politique ne comprend vraiment la réalité des soignants. Non. Non, dans quel sens? Négation, là. Les politiques ne consultent que les médecins, jamais les paramédicaux. Oui et non. L'hôpital public est devenu ingérable, il faut le privatiser. Non. Trop de soignants se plaignent au lieu de proposer des solutions. Oui et non. Les jeunes... Il fait de la politique, hein. Les jeunes infirmiers n'ont plus l'esprit de sacrifice. Non. L'absentéisme des soignants est un fléau dont on n'ose pas parler. Oui. Les soignants sont leur propre ennemi et côté santé. Oui. Se plaindre constamment nuit plus que les vraies réformes. Oui et non. L'héroïsation post-Covid a créé une génération de soignants narcissiques. Non. Ok, et donc super, on va faire tourner la roue. Donc pour choisir les questions, on te demande de faire tourner la roue des questions. Il va falloir juste que tu viennes appuyer en plein milieu pour faire tourner. Et vas-y, tu peux appuyer en plein milieu. Et... C'est la montagne. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Hein. Waouh. On va parler un petit peu de ta carrière, de comment tu as commencé. Tu as eu un parcours professionnel, et tu as toujours un parcours professionnel que je trouve particulièrement riche, particulièrement intéressant. À ma connaissance, tu as commencé en tant qu'aide-soignant dans l'armée. C'est une carrière qui est quand même un petit peu particulière, autour desquelles il y a beaucoup de mythes, tu sais, l'armée, tout ça. C'est comment de travailler dans un hôpital militaire? Alors d'abord, ma carrière professionnelle, je l'ai débutée en tant qu'agent de service. Okay. Lorsque j'ai quitté le lycée, j'ai fait un lycée pro, un lycée techno, et pour des raisons financières, il fallait se payer et le permis et la voiture, donc il fallait aller travailler tout simplement. Et j'ai fait le choix d'aller travailler de nuit en EHPAD en tant qu'agent de service, le temps de mettre de l'argent de côté et puis de payer tant bien que mal une vieille Renault 19 qui dépassait très largement mon bilan carbone à l'époque.
Et puis une fois que j'ai mis assez d'argent de côté, que j'avais économisé pour aller au-delà d'une voiture, j'ai payé mon concours d'entrée en formation d'aide-soignant et je suis devenu aide-soignant. Et à l'issue de ma formation, là, je me suis engagé dans l'armée, par hasard presque, parce que j'avais envie d'être militaire, mais c'était un projet que j'avais mis de côté, parce que bon, je pensais que ça n'existait pas des soignants dans les armées. Ouais. Et 2 ou 3 jours après être diplômé, je suis allé sur un salon de l'étudiant, il y avait un stand du service de santé des armées. Et la directrice des soins qui était sur place me dit, mais si, bien sûr, si on recrute. Alors évidemment, à cette époque-là, ça recrutait encore plus que maintenant. Et j'ai fait mon dossier et 6 mois après, j'étais affecté à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Donc c'était d'abord une des premières fois que je venais dans la capitale, parce que je suis originaire du nord de la France. Et je revêtais à la fois la blouse et en même temps le treillis. L'exercice d'aide-soignant militaire, il est assez complexe parce qu'on est donc à la fois militaire, et même d'abord militaire avant d'être soignant. Ouais. Et donc on a une formation militaire initiale qui nous permet de donner un petit peu les grands aspects de la vie militaire, comment on porte un treillis, comment on tire avec une arme, comment on se comporte en tant que militaire, quelles sont un petit peu les grandes valeurs qui portent l'engagement militaire. Et puis après, on devient soignant dans un service. En l'état, moi je travaillais en chirurgie viscérale, donc on a affaire quand même à une patientèle plutôt civile, puisque les hôpitaux militaires sont ouverts quand même sur le monde extérieur. On n'est pas limité que à des patients militaires. Et à l'hôpital du Val-de-Grâce, c'est toute la particularité de cet établissement, c'est qu'on avait face à nous, parce que l'hôpital a fermé depuis, des personnalités. Dans la mythologie des hôpitaux militaires, c'était l'hôpital du président, l'hôpital des politiques, l'hôpital du grand secret. Et dans le service où je travaillais, on avait parfois des personnalités. Alors pour moi qui était encore un petit piou-piou et qui débarquait à la fois dans le soin et dans le monde militaire, j'étais à Disneyland. J'ouvrais grand les yeux de partout. Les pratiques de soins étaient très élaborées. On avait aussi des médecins militaires qui étaient passionnés de transmettre du savoir, qui étaient très attentifs aussi à inclure dans toutes les démarches de soins, dans toutes les démarches cliniques, les paramédicaux, et de l'ASH à l'infirmier, tout le monde avait droit de citer pour participer. C'est spécifique aux soins militaires, ça, ou c'était vraiment dans ton service où ils avaient C'était plutôt spécifique aux soins militaires, parce que tout simplement, quand on parle sur le terrain, le binôme, alors plutôt infirmier-médecin, mais par la force des choses, les aides-soignants participent aussi sur le terrain au parcours de soins. C'est indispensable que tout le monde ait le même niveau de savoir et le même niveau de compétence pour bien... D'abord que ça drille, que ça fonctionne bien sur le terrain, et puis ensuite que les parcours de soins soient les plus réduits possibles. Et donc la compétence, c'est finalement du temps gagné sur la prise en charge, par exemple du blessé militaire sur le terrain. Tu disais, tu as fait une école d'AS civile. Oui. Je sais qu'il y a une école d'infirmiers, un IFSI militaire à Lyon. Oui. Lyon, c'est ça. Et ils font aussi les aides-soins ou pas ? Tout à fait. Ok, c'est une phase aussi. Le seul de France, ou alors c'est devenu le seul de France ? Il n'y en avait pas au Val-de-Grâce ? Pas du tout. Alors, le Val-de-Grâce, c'est... à l'époque, il y avait l'école des infirmiers anesthésistes militaires à l'école du Val-de-Grâce. Depuis quelques années maintenant, c'est devenu l'académie du service de santé des armées. C'est plutôt le lieu de la formation continue de tous les professionnels de santé du SSA, et en même temps, le passage obligé pour les médecins militaires au moment de l'internat. Donc c'est ça, service de santé des armées. Et au-delà de ça, tu as l'impression, tu nous as dit ce que la formation militaire initiale apporte de manière globale. Toi, tu as l'impression que ça t'a apporté vraiment significativement quelque chose en plus, mais au-delà dans ta carrière et dans ta vie ? Dans ma carrière professionnelle, j'y ai passé quand même le plus de temps. J'y ai passé 6 ans. Et depuis que j'ai quitté l'armée pour poursuivre ma vie professionnelle, j'y suis toujours, parce que je suis resté réserviste. Donc ça fera 12 ans au mois de septembre que je suis militaire. 6 ans d'actif, 6 ans de réserve. Pour moi, c'était ma première grande expérience professionnelle. D'abord avec un vrai diplôme, parce qu'en tant qu'agent de service, je venais un petit peu comme ça sur un coin de table. J'avais 18 ans, il fallait un peu me dégrossir en tant que soignant. Travailler de nuit seul dans un service, c'était pas la même chose que de travailler en tant qu'aide-soignant dans un service, un vrai service de soins, avec des infirmiers autour de moi, avec des médecins qui ont eux-mêmes des contraintes, avec des patients plus ou moins stables en chirurgie. En bref, c'était ma vraie première expérience professionnelle. Et au-delà de ça, c'était aussi pour moi l'opportunité de partir en opération extérieure, de découvrir ce deuxième aspect de la vie de soignant militaire qui est celle de la vraie vie militaire. Moi, la seule opération extérieure que j'ai réalisée, c'est celle qui a été montée en 2015 au moment de la pandémie
l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, où le président Hollande a décidé en 2015 que l'armée française allait s'engager pour aider la Guinée-Conakry à lutter contre le virus Ebola. Et déjà à cette époque, j'y suis allé pour m'occuper des professionnels de santé contaminés par le virus Ebola, puisque le centre que l'on a monté par l'armée, c'était un centre de traitement des soignants contaminés par le virus. Donc c'était déjà il y avait déjà les prémices de ce qui fait de ton cheval de bataille dans ta carrière, on peut dire. Il y avait déjà des indices. Cheval de bataille, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et du coup, l'OPEX, elle a duré combien de temps? Donc opération extérieure qu'on abrège OPEX. Je suis parti en mars ou février ou mars 2015. Je suis rentré en mai et ensuite, puisque l'opération extérieure n'avait pas vocation à durer des années, j'ai participé à la formation des équipes qui partaient sur le terrain. Puis ensuite à la passation, à l'époque ça s'appelait l'EPRUS, la réserve sanitaire à l'heure actuelle, qui reprenait en fait l'autorité sur le camp que l'on a monté. Et le camp était officiellement fermé et rendu aux autorités guinéennes en août 2015. D'accord, ah oui, c'est une mission. Une mission très courte. Et c'était la première fois que l'armée française s'engageait, non pas pour faire la guerre, mais pour du soutien sanitaire. Faire du soutien sanitaire, voire même quasi humanitaire dans certains cas. Sachant qu'après on a eu d'autres exemples avec le Covid, avec c'était Morpheus au large de la Corse et même à Mulhouse où ils ont déployé l'armée pour les... C'était un centre de traitement presque similaire, en tout cas dans l'architecture, à ce qu'on avait proposé à l'époque en Guinée-Conakry. D'accord. Et pourquoi une seule opération? C'était ta volonté ou c'est parce que il y a une liste d'attente? Je crois que ça se bouscule un peu pour les OPEX. Alors déjà, il y a du monde. Il fallait s'en réjouir. Il y a quand même pas beaucoup de théâtres d'opération. Quand je suis arrivé, on terminait l'Afghanistan. Il y avait encore quelques départs, mais ça se terminait. Il y avait encore Djibouti. À cette époque, mais c'était plutôt du soutien à la population, c'était une force d'autorité pour la France, mais c'était pas la guerre. Donc c'était travailler à l'hôpital djiboutien avec les mêmes contraintes que l'hôpital métropolitain. Donc pour le reste, il n'y avait pas beaucoup de théâtres d'opération. Ce qui fait que, à la fois tant mieux et en même temps tant pis, j'ai pas pu faire énormément d'opérations extérieures. En revanche, là où je me suis beaucoup amusé, c'est entre guillemets, professionnellement, où j'ai beaucoup appris, c'était sur ma dernière expérience professionnelle au sein des armées auprès des blessés militaires. Je travaillais dans un trauma center en chirurgie traumato et on récupérait l'ensemble des blessés militaires ou des blessés civils, parce qu'on a eu hélas l'opportunité d'en avoir beaucoup au moment du Bataclan, au moment des attentats à Nice. Et là j'ai beaucoup appris. En tant qu'aide-soignant, ça m'a encore plus dégrossi, si je puis dire, et c'est à ce moment-là aussi où j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire ensuite, comment je voulais évoluer en termes de compétences et comment j'imaginais ma suite de carrière professionnelle. Et du coup, tu as évolué comment ? Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'ai quitté l'armée parce que j'étais devenu trop vieux au sein des armées pour devenir infirmier militaire. Donc j'ai fait le choix de quitter l'armée pour ne pas rester aide-soignant et que c'était un choix. T'avais quoi, 24 ans du coup, ça fait? J'avais 26. Ouais, du coup, tu aurais été diplômé à 29, c'était trop tard. C'était à cette époque-là, en tout cas, c'était trop vieux. Maintenant, ils ont ouvert un peu plus parce que, pour la petite anecdote, j'étais au conseil de la fonction militaire du service santé. C'est un peu le syndicat façon militaire pour le service santé des armées. Et à ce moment-là, on était plusieurs aides-soignants militaires à partir du service parce qu'on voulait devenir infirmier. Et donc, on a interpellé la direction centrale à cette époque en leur disant c'est dommage, on est plusieurs militaires. Au moment où ça commençait un peu à devenir compliqué en termes de recrutement pour le service santé, on est plusieurs à quitter pour suivre la formation d'infirmier dans le civil pour une raison d'âge, alors que quand même à 26 ans, je pense qu'on n'est pas si vieux que ça. Et au pire des cas, on pouvait très bien travailler en hôpital militaire. Et la moyenne d'âge a été transformée et ça nous a permis, pour les suivants en tout cas, de permettre d'intégrer de nouveaux aides-soignants dans la formation d'infirmiers militaires à Lyon. Ok. Et moi, donc, j'ai tracé ma route dans le monde civil, mais en fait pas si longtemps que ça, puisque j'ai commencé ma formation d'infirmier en 2019. Et puis, 8 mois après, j'ai été rappelé par le service santé des armées, puisque c'était le Covid.
Et comme tu étais réserviste. Et comme j'étais réserviste et qui plus est, quand on quitte l'armée pendant 5 ans, on fait partie de la réserve opérationnelle. Donc dès qu'il se passe quoi que ce soit, on est rappelé immédiatement. Donc j'ai retrouvé et mon hôpital et mes collègues, qui plus est parce que j'avais eu une formation en risque NRBC. Et très vite, je suis retourné à Percy, sans le citer, pour travailler en réanimation. Le NRBC, pour le public qui ne connaît pas forcément. Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Bon, c'est bactériologique qui nous biologique en tout cas qui nous intéressait à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ok, et donc du coup déployé à Percy et tu as fait quoi là-bas du coup pendant le Covid? Donc, j'ai été réquisitionné en tant qu'aide-soignant militaire en réanimation, et en même temps tous mes collègues savaient que j'étais étudiant infirmier en première année, et mon IFI savait que j'étais réquisitionné par l'armée. Donc ça a été aussi un moyen d'avoir la double casquette, à la fois d'aide-soignant et puis en même temps d'étudiant. Et donc j'ai fait valider le stage de 2e semestre grâce à la réquisition, et avec tous mes collègues qui m'ont appris plein de choses en réanimation, qui n'est pas forcément le stage que tu réalises en première année. Oui, clairement. Mais là c'était le bon moment. C'était finalement une belle opportunité, et de le faire dans un environnement que je connaissais très bien. Donc ça m'a beaucoup appris aussi, et je le dis souvent, le passage de la formation, en tout cas du métier d'aide-soignant à la formation infirmière, puis après au métier d'infirmier, pour moi ça a été 3 ans de formation qui m'ont été utiles. J'ai pas trouvé que les enseignements, même en première année, parfois il pouvait y avoir quelques redites, mais j'ai vraiment découvert un nouveau métier. J'ai pas trouvé qu'il y avait de séquences inutiles, et ce stage-là m'a confirmé qu'il y avait pas de séquences inutiles en première année pour un aide-soignant qui suivait une formation, même si j'avais quelques bases et que sur certains aspects j'étais plutôt à l'aise. Ça veut dire que la formation infirmière en 2 ans, par exemple, pour les collègues aides-soignants. En tout cas, ça se discute. Je peux entendre l'argument qui est celui de favoriser les passerelles, parce qu'évidemment, selon ton parcours professionnel, il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise, et on sait que dans certains services, faut pas se voiler la face. Quand tu travailles en aide-soignant en réanimation, tu fais quand même beaucoup de choses. Et si t'es dégourdi, il y a moyen quand même de faire énormément de choses. Mon IFSI, je l'ai fait avec une personne que j'appelais, je considérais comme ma mère, qu'elle avait l'âge de ma mère et qui était soignante en réanimation depuis 15 ans. C'était une des meilleures de notre promo. Elle est retournée en réanimation après avoir travaillé après. Et oui, tu voyais qu'elle avait un bagage. Bien évidemment, oui. Donc le 2 ans pour ce genre de profil, pourquoi pas. Mais ça doit vraiment être du cas par cas. D'ailleurs, j'ai l'impression quand même que la réforme actuelle, elle permet d'étudier plutôt le profil cas par cas que d'ouvrir les vannes à 2 ans pour l'ensemble des aides-soignants. Il y a vraiment une étude du dossier pour ces profils-là, et c'est tant mieux, parce que ça reste effectivement, comme je le dis, un nouveau métier. Même s'il y a des bases, ça reste un nouveau métier. Ouais. Mais c'est marrant, tu vois, moi je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des collègues qui sont potentiellement même plus performants avant de l'IFSI que certains jeunes diplômés. Maintenant, tous les aides-soins qui ont fait l'IFSI, tous mes collègues ou toutes les personnes sur les réseaux qui passent, 100%. Il faut faire les 3 ans. Tous les AS qui passent, il faut faire les 3 ans, avec des allègements, avec certaines unités qui sont sautées, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement. D'un autre côté, si tu zappes la partie anatomie, physiologie du premier semestre, si tu zappes les trucs de base du premier semestre, première année, ils vont s'en sortir parce qu'ils sont intelligents, ces gens-là. Mais tu vas tellement les surcharger en travail, en stress je pense que c'est pas les aider. Après, voilà, c'est mon point de vue. On me l'a non, mais oui, après, on te l'a pas demandé. Mais c'est très bien. En fait, on déroule. Oui. On va pas faire tourner la roue. Non, on tourne pas la roue. Mais du coup, tu as dit, donc, t'as été diplômé en 2022. Ouais. Et est-ce que tu as exercé en tant qu'infirmier ? Alors, que en tant qu'infirmier de réserve, ouais. Parce que en fait, j'ai été rattrapé par d'autres projets. Parce qu'en fait, dès 2019, j'avais publié un premier ouvrage en tant qu'aide-soignant, qui s'appelait Vous avez Malou, qui était des chroniques de soins. Et ce bouquin, ça a été un premier pas vers, entre guillemets, une forme de notoriété, parce que des aides-soignants qui prenaient la lumière à ce moment-là, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Même aujourd'hui, il y en a quand même assez peu. Et donc, voilà, j'intervenais sur des tables rondes, des conférences, on me sollicitait, etc. Et puis, il y a un groupe qui s'appelle Galileo Global Education, qui est venu me chercher à l'époque où ils souhaitaient développer un pôle santé, des formations dans le secteur de la santé, et notamment une formation aide-soignante. Et ils m'ont proposé de les rejoindre pour créer ce pôle santé, cette formation, et réfléchir à la manière avec laquelle on pouvait rendre un peu plus attractif la formation d'aide-soignant, avec un modèle qui est celui que Galileo porte assez fréquemment, celui de l'alternance par la voie de l'apprentissage. Ok.
Il y a une formation, je sais qu'il y a la formation apprentissage chez les infirmiers, il y en a aussi chez les aides-soignants. Ouais. Okay. Et c'était, je trouvais, le bon compromis pour attirer un maximum de personnes sur cette formation, parce qu'on a quand même face à nous des gens qui entrent en formation qui viennent de milieux ouvriers ou moins favorisés, donc qui n'ont pas des moyens considérables pour vivre pendant un an de formation, qui pour certains n'ont jamais travaillé, donc ça peut être aussi une opportunité de vivre une première expérience professionnelle. Si les employeurs sont pas trop pidiots, c'est aussi un bon moyen de former aux pratiques de la maison un futur aide-soignant qui le récupérera à l'issue de sa formation, et c'est une occasion aussi de permettre à des reconversions précoces d'entrer dans ce genre de formation. Je pense au L1 ou L2 parfois un peu égaré, parce que c'est un choix de dépit de rentrer en première année à l'université, et à l'issue de cette première année ils se disent tiens, j'aimerais bien devenir soignant, pour moi c'est un métier qui a du sens, mais par faute de moyens, faute d'argent ou faute d'avoir identifié les bonnes formations au bon moment, ils sont un peu paumés aussi dans le catalogue très étoffé des formations sanitaires et sociales. Et ensuite, du coup, après cette première expérience, du coup, pour développer la formation, le deal passé avec Galileo, c'est que je voulais pas, et jusqu'à présent c'est ce que j'ai toujours souhaité, c'est de pas être propriétaire d'un sujet ou être papa de manière indéterminée de n'importe quel sujet. Donc une fois que le projet roulait, une fois que les premières promos ont commencé à se mettre en place, je leur ai dit écoutez, bon, voilà, j'ai fait le tour de mon sujet, sans doute que je vais partir, mais j'avais pas encore d'idée très précise. Et puis en janvier 2023, je reçois un coup de fil du cabinet de la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, une de ses conseillères, qui m'appelle seulement par pure curiosité en me disant j'ai vu que vous étiez un ancien militaire, vous étiez un soignant militaire, on aimerait travailler sur le sujet de la santé des soignants, mais on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre, et on est très intéressé de savoir comment dans les armées on s'occupe des soignants, comment on prend en soin les soignants militaires. Donc l'entretien a duré 2 heures. Je lui ai fait un peu le blabla global sur la manière avec laquelle, évidemment, le corps et l'esprit du militaire sont une priorité pour le service santé des armées et pour les armées de manière générale, et qui plus est pour les soignants, parce que s'il n'y a pas de soignants sur le terrain, on met quand même largement en péril une opération extérieure. L'entretien se termine là-dessus. Au revoir, merci. Merci beaucoup Alexis, c'était intéressant, et on en reste là. Et puis, début mars, un matin très tôt, à nouveau un coup de fil du cabinet, mais cette fois pour me demander si ça me plairait d'être nommé en tant que rapporteur d'une mission ministérielle sur le sujet de la santé des soignants, parce qu'il y avait 2 médecins qui étaient déjà nommés, un chirurgien et une médecin libérale, mais il n'y avait pas de paramédical. Et pour eux, ils trouvaient que c'était intéressant d'avoir un paramédical pour avoir une vision peut-être pas 360 de tout le panel des paramédicaux qui existent à l'hôpital, mais d'avoir une teinture peut-être un peu plus différente que celle purement médicale du sujet. Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes pour différentes raisons. Et assez instinctivement, je leur ai dit ok. Okay. Et le 17 mars 2023, je me suis retrouvé dans le bureau de la ministre pour signer ma lettre de mission, et c'était parti pour presque 8 mois de mission ministérielle. Ça, c'est une mission de 8 mois. Quand tu signes une mission ministérielle, c'est un temps dédié, c'est comme un CDD, quoi. Alors c'était une mission bénévole. C'était une mission bénévole. On n'a pas souhaité être rémunéré. D'abord pour garder une forme de liberté. C'était important de garder une forme de liberté, et je pense que c'est indispensable sur ce genre de travaux, parce que ça permet d'abord de garder la tête froide sur un certain nombre de sujets, de pas forcément être dans une démarche de langue de bois, parce qu'à partir du moment où t'es payé, parfois on met un petit mouchoir, tu te sens obligé. Et il se trouve que la ministre Agnès Firmin, elle n'était pas du tout dans cette démarche-là. Donc on lui dit écoutez, nous on n'a pas la vocation à être payé. On fait cette mission-là de manière bénévole. On verra avec notre futur employeur ou notre employeur comment on se débrouille. Mais on veut être libre. On veut rester libre. On veut être libre de la manière avec laquelle on va conduire cette mission. On veut être libre de la manière avec laquelle on va aller voir les uns ou les autres. Et surtout, on veut être libre de la manière avec laquelle on va écrire le rapport. Parce que la lettre de mission, elle se concluait par la remise d'un rapport et d'une série de recommandations à destination de la ministre et de son administration. C'est ce que j'allais te demander, parce que rapporteur, je pense que globalement, on voit à peu près tous ce que c'est, mais quand on te dit, voilà le job, en fait, concrètement,
Qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que vous avez fait? Il y a plein de façons d'être rapporteur d'une mission. Parfois, il y a des lettres de mission très exhaustives, donc en fait, c'est ta feuille de route et il n'y a plus qu'à suivre. Et puis, il y a des feuilles de route, des lettres de mission, un peu plus globales, un peu plus larges. C'était notre cas. Nous, on devait, dans un premier temps, dresser un état des lieux de la santé des professionnels de santé en France, parce qu'on avait une vision peut-être global, mais en même temps extrêmement parcellaire, parce que les ordres avaient des observatoires, des syndicats en faisaient d'autres, les fédés, les assos. Bref, on avait une vision parcellaire de l'état de santé, mais pas un état des lieux général. Ça, c'était la première partie de la mission. La deuxième partie, c'était comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que il se passe rien? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plein d'établissements, plein de professionnels qui essayent de bricoler, parfois pour certains, des initiatives, mais des choses qui fonctionnent. Et des choses qui fonctionnent avec des moyens, ou en tout cas avec une organisation qui permettent d'avoir un impact assez concret sur l'état de santé des professionnels. Et enfin, le troisième sujet, c'était de se dire, maintenant qu'on a identifié à la fois les grands besoins, les priorités, les urgences en matière de santé chez les soignants et les initiatives qui fonctionnent, quelles sont vos recommandations et sur quoi on doit aller en priorité pour agir concrètement à nouveau? Je pense que la dimension concrète, elle était importante à ce moment-là et elle l'est encore aujourd'hui, concrètement sur la santé des soignants. Attends bien justement. Concrètement, justement, qu'est-ce qui est fait pour les soignants? C'est littéralement tu vois, on reprend ton dernier mot et on rebondit dessus. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour les soignants, justement, en termes d'action concrète? D'abord, ce sujet de la santé des soignants, il est regardé de différentes manières, parce que pour certains, c'est que de la santé au travail. Pour d'autres, c'est plutôt un sujet de niche qui est celui de la santé des femmes, même si ce terme de niche, je l'aime pas trop, parce que la plupart des soignants sont des soignantes, donc la plupart des soignants ne sont pas une niche. Pour d'autres, c'est un sujet de santé publique. Et en fait, pour nous, ça a d'abord été un sujet de santé publique, parce que la mission, on l'a commencé avec une consultation nationale qu'on a menée auprès de 50 000 soignants sur le territoire, qui était une photographie à un instant T exhaustif de l'état de santé physique et psychique des soignants. Donc, je vais pas répéter tout ce qu'on a pu identifier, mais de manière générale, les soignants n'allaient pas bien, ils ne vont toujours pas mieux depuis la mission. Il y a eu plein de démarches qui ont été initiées autour de la QVCT, avec plus ou moins de réussite également, et des interprétations différentes selon les secteurs. Ça va de l'achat d'un micro-ondes tout neuf à des salles de pause plutôt sympathiques. Sauf qu'entre les deux, c'est pas du tout la même logique. Et il y a des établissements qui l'ont inscrit dans leur politique d'établissement, tandis que d'autres, c'est plus compliqué ou c'est moins bien apprécié. La santé au travail, c'est le même sujet. Il y a des établissements qui ont des services de médecine de prévention et de santé au travail, tandis que d'autres, c'est plus compliqué, voire il y en a plus, parce que la spécialité est pas attractive, parce que les médecins de santé au travail, il y en a plus non plus 10 000 en France, et que les infirmiers de santé au travail galèrent également pour conduire les consultations, pour mener des actions dans les services, etc. Donc des actions, il y en a beaucoup. L'idée de cette mission, c'est de se dire comment on donne un peu de cohérence entre toutes ces actions. Comment de la santé au travail à la santé des femmes, en passant par la sociologie, la santé publique, l'économie de la santé, on arrive à donner un petit peu de cohérence à toutes ces actions. Il y a au moins 2 grandes initiatives pour moi qui me semblent être des modèles plutôt inspirants si on veut construire une vraie logique d'amélioration et de préservation de la santé des soignants, parce que ça mixe à la fois la santé au travail et la santé publique. La première initiative pour moi, c'est celle du centre de prévention et de travail de l'hôpital Foch à Suresnes, en région parisienne, qui post-Covid est parti à peu près des mêmes constats, qui est de se dire, on a vu quand on était allé se promener dans les services que les soignants étaient épuisés, étaient arrivés un petit peu au bout de leurs limites. Pour certains, ça avait été aussi le dernier argument pour quitter l'hôpital et pour faire autre chose. Et comment on peut, au-delà de la santé au travail, leur proposer une offre de soins, une offre de santé, d'abord en corrélation avec leurs besoins, et en même temps qui permet d'améliorer l'absentéisme, de réduire les maladies professionnelles, de réduire les accidents du travail, et donc chacun y gagne. C'est-à-dire que l'employeur y gagne parce que il garde ses effectifs, et le soignant lui-même parce qu'il est en meilleure santé, et que la santé s'arrête pas au port du travail, et que la santé ne commence pas au port du travail non plus.
Donc le centre prévention et travail, il est intéressant parce que ils ont construit vraiment une offre de soins à destination des soignants sur la base d'une consultation qu'ils ont menée auprès de leurs salariés. Ce qui en ressort, tout à l'heure on a parlé de santé des femmes, c'est que évidemment une des priorités c'était d'avoir accès à un gynécologue, mais pas seulement, une sage-femme. Et puis quand on creusait un peu la consultation, on s'apercevait que l'état de santé orale et bucco-dentaire des soignants, il était quand même pas si formidable que ça. Alors qu'on sait que une mauvaise santé bucco-dentaire, ça a un impact aussi important sur d'autres organes dans le corps. Et puis quand on creuse un peu, en fait, pour certains, et on l'avait identifié dans le cadre de la mission, ils n'ont même pas de médecin traitant. Donc comment on leur permet d'avoir accès à un médecin généraliste pour le tout venant, parfois pour pas grand chose, mais au moins pour avoir accès à un médecin généraliste. Et puis en fait progressivement ils ont étoffé leur offre jusqu'à construire presque un parcours complet de soins à destination des soignants sur des horaires dédiés. Parce qu'évidemment quand on est soignant on fait rarement du 9-17. Voilà, c'est ça. On doit parfois annuler des rendez-vous parce qu'on remplace à la volée le collègue pour différentes raisons. On doit être en capacité également d'annuler et de reprendre un rendez-vous dans l'immédiat sur des spécialités parce qu'on en a vraiment besoin. Sauf que quand on connaît aujourd'hui la durée moyenne pour avoir accès à des rendez-vous de spécialistes en tête, dermato, gynéco, annuler au dernier moment un rendez-vous, ça peut devenir très compliqué pour avoir une forme de continuité de parcours de soins. Et puis ensuite, comment on arrive à mailler autour du soignant cette offre. Parce qu'en fait, du coup, l'offre, elle est extrêmement globale pour les soignants, du coup. Et ça, c'est l'établissement qui a mis ça en place, tu disais ? C'est vraiment sur la base de cet entretien, ces questionnaires qu'ils ont menés dans les services directement. Ils ont tendu un micro, ils ont dit de quoi vous avez besoin là aujourd'hui. C'est quoi votre état de santé ? C'est quoi vos priorités ? Moi, j'ai pas de médecin traitant. Moi, je voudrais un gynéco. Moi, je voudrais un dentiste. Et ils ont construit leur offre comme ça. C'est vraiment très très global et ça va du psychologue au dentiste, au gynéco, au médecin généraliste, au médecin généraliste lui-même en tant que médecin traitant, à l'infirmière, parce que donc il y a une infirmière coordinatrice qui elle-même a ce rôle de coordination d'un parcours. C'est là où ça commence à devenir intéressant parce qu'on se dit que, y compris pour les soignants, il y a peut-être une notion d'expérience patient en tant que soignant soigné à son tour. Il y a une notion de parcours qui doit aller aussi, sans doute, nous c'était notre parti pris au cours de la mission, qui doit aller au-delà des soins, qui doit peut-être entendre également cette notion de santé, cette dimension de santé, parce que à nouveau, dans cette démarche très franco-française, on regarde d'abord comment on peut traiter la maladie, mais on regarde pas comment on peut peut-être donner davantage de santé. Et c'est là où je trouve que le modèle de Foch est intéressant, parce qu'il vient mixer la santé au travail, parce qu'évidemment l'employeur a un rôle important à jouer, parce qu'on passe en tant que soignant quand même beaucoup de temps chez son employeur, et en même temps comprend une dimension qui va au-delà des portes de l'hôpital, parce que quand on est soignant, je me souviens, moi j'ai une anecdote toujours que je répète souvent quand on intervient sur ce sujet. J'étais allé visiter un centre hospitalier dans le cadre de la mission, et une aide-soignante me dit: avec votre mission, vous essayez d'imposer une nouvelle norme. Vous voulez nous imposer d'être en bonne santé. J'essaie de lui faire comprendre que c'était pas tout à fait le sujet de la mission. Et en même temps, elle me dit, moi, mon plaisir, c'est de manger McDo tous les soirs. Mais elle, c'était un exemple ou elle était première de... Non, son plaisir, c'était de manger McDo. Et d'ailleurs, elle était un peu en surpoids. Enfin, elle cochait les cases de la personne qui a pas une hygiène de vie alimentaire peut-être correcte, en tout cas dans les normes, pour reprendre ces termes. Et c'est là où, en fait, c'est toute la limite de l'employeur. L'employeur n'a pas il a aucun rôle à jouer sur le fait que tous les soirs, ton plaisir, c'est de manger McDo ou de t'envoyer 5 bières. C'est pas son rôle. En revanche, c'est là où la santé publique prend le pas. Peut-être que les messages de santé publique n'ont pas été efficaces, ou ne sont pas passés de la bonne manière auprès de ces soignants, et les Britanniques l'ont démontré sur différentes études. Si les premiers ambassadeurs des politiques publiques de prévention ne sont d'une part pas concernés par ces messages, ne sont pas convaincus de l'utilité de ces messages, en fait, quand ils passent les bons messages, ça fait partie du job. On dit aux patients, il faut manger équilibré. Et si toi-même à la maison tu manges pas équilibré, le message sera pas hyper convaincant. Pneumologue qui fume. Et on l'avait identifié. Alors sur le tabac, les soignants qu'on avait interrogés, pour la plupart, ils avaient quand même identifié que ça avait un impact sur leur santé. Ils tentaient de mettre des choses en place. Alors que pour l'alcool,
D'abord, on avait la moitié de notre panel interrogé, donc 25 000 soignants, qui consommaient 5 verres d'alcool par semaine. Donc un verre d'alcool les jours travaillés, en tout cas. On n'est pas allé aussi loin qu'on devait y aller pour une enquête addicto, puisqu'on n'a pas demandé l'unité d'alcool, parce qu'entre un verre de bière et un verre de vodka, c'est pas le même nombre d'unités d'alcool. Et on sait très bien que dans les enquêtes addicto, de manière générale, c'est sous-déclaré, parce que c'est tabou. Donc sur ce sujet de l'alcool, à nouveau, si toi-même, tous les soirs, tu t'envoies 3 ou 4 bières et que ça te pose pas de problème en tant que soignant, ça n'a pas d'impact sur ma santé. Comment, même en bossant en gastro-entéro, comment tu veux passer le bon message à ton patient en lui disant c'est pas bien de consommer de l'alcool, on va essayer peut-être de vous accompagner pour. Oui, c'est qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Ok. Et tout ça, ça a été mis en place. Je trouve ça incroyable. Tout ça, c'est mis en place donc par un établissement. Ouais. On est loin de. Il nous faut un micro-ondes neuf, quand même. Mais c'est ce que j'allais dire. Je croyais que la santé des soignants, c'était des massages, ce genre de la réflexologie. Nous, on s'est dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin que le massage et le micro-ondes. Parce que faut aussi, pour briser, pour y aller cache dessus, il y a aussi toute la QVT, etc. C'est aussi devenu un peu une enseigne. On a le greenwashing pour les crèmes solaires qui disent attention, vous pouvez mettre de la crème solaire, aller dans l'eau, ça nique pas les coraux, alors qu'en fait, un peu. Et là, on a un peu les hôpitaux, non, attendez, on est très bien parce qu'on a mis des transats pour les soignants et on leur propose des massages à 9h30 le mardi, une semaine sur 4, tu vois. Mais du coup, la question c'est ça, en fait. C'est, donc, la QVT, on parlait de qualité de vie au travail, qualité de vie et des conditions de travail pour la QVCT, je dis pas de bêtises. J'avais un doute sur le C. Est-ce que c'est possible, en fait, est-ce que concrètement c'est possible, ça peut être mis en place, parce que du coup tout ça c'est très bien, mais ça demande du temps, ça demande de l'argent, qui sont quand même les ressources qu'on a le moins globalement dans la santé, mais bon, de manière générale. Et à quelle échéance elle l'est ? Si je reprends le modèle de Foch, qui à nouveau vraiment est très inspirant, pionnier pour différentes raisons, Foch n'a pas vocation à faire du lucratif, ça n'explique. C'est un établissement entre les deux statuts, mais ils ont quand même réfléchi à un modèle économique. C'est comment on fait tourner ce centre de prévention et travail sans reste à charge pour le soignant, mais en même temps en regardant ce qui se faisait dans le droit commun. C'est-à-dire que les soignants qui consultent aujourd'hui au centre de prévention et travail, ils viennent avec leur carte vitale. Et donc, ils ont accès à l'offre de soins comme tu pourrais avoir accès à l'offre de soins en centre de santé. Globalement, c'est presque un centre de santé, mais qui a été cornaqué, boutiqué, à destination des soignants, avec un vrai parcours pensé pour eux. Et surtout, et ça c'est quelque chose qui est remonté immédiatement quand on est allé sur le terrain à la rencontre des soignants au cours de la mission, avec cette garantie d'anonymat et de confidentialité. Parce que l'un des premiers freins d'accès aux soins, parce que légitimement on pourrait se dire les soignants nous font chier, quand vous êtes à l'hôpital, il y a le médecin sous la main, il y a les ordonnanciers, il y a les médicaments dans la pharmacie, il y a le service, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut à l'hôpital, globalement. Attends, juste, ça me rappelle un truc, il y avait Yves Calvi, alors Yves Calvi il a dérapé 2 fois, qui avait dit il y a très très longtemps sur C'est à vous, oui mais les infirmières qui chouinent tout le temps, à force on finit par s'habituer. Là, c'est un peu ça. On pourrait se dire, ils nous font chier. C'est encore une fois, ils chouinent. Mais non, en fait, et c'est légitime. Alors, peut-être un peu moins pour les hommes, plus pour les femmes. Comment, moi je me mets à la place d'une infirmière, d'une aide-soignante ou d'une médecin, comment imaginer que le collègue manip radio avec lequel vous bossez plus ou moins tous les jours, vous croisez au minimum au self, va vous presser le sein pour vous faire la mammographie? Comment imaginer que le gynécologue va vous ausculter, alors vous le croisez tous les jours dans un couloir, même s'il y a le secret professionnel, le secret médical, blablabla, il y a une gêne quand même qui s'installe. Comment imaginer que la collègue sage-femme vous fasse le frottis? Et pour beaucoup de soins comme ça, on peut le répliquer. Donc le frein de confidentialité et d'anonymat, c'est l'un des premiers freins d'accès à l'offre de soins. Et Foch, à nouveau, s'est dit, ok, notre centre de prévention de travail, il va pas se bâtir dans l'hôpital Foch, on va le mettre en face. Il faut traverser la rue, comme dirait l'autre, pour aller au centre de prévention et travail. Et le logiciel de soins, c'est pas celui de l'hôpital Foch. Ça, c'est bien pensé. Donc ça évite que, par inadvertance, un collègue regarde le dossier médical de son autre collègue. Ça, c'est le détail qui doit pousser beaucoup de professionnels à pouvoir consulter les Tout à fait. Aujourd'hui, ils ont une file active de patients qui est, alors à la fois c'est inquiétant parce qu'ils ont une énorme file active de patients, mais de l'autre côté, on peut que s'en réjouir parce que ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'ils répondent à un vrai besoin.
Et du coup, comment réagissent les autres établissements par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des personnes, des établissements qui mettent en place des choses qui sont similaires, etc. Parce que si tu regardes par exemple au niveau de la PHP, on a l'impression que, par exemple, moi ça fait 3 ans que je suis en poste, j'ai pas eu de médecine du travail depuis 3 ans. On voit qu'il y a des trucs qui sont très réactifs. On pense à l'incendie de Saint-Louis qu'il y a eu il y a quelques mois, où pour le coup tous les professionnels qui ont présenté des signes respiratoires ou qui étaient asthmatiques sont vus convoqués, ils ont eu tout de suite des rendez-vous pneumo, ils ont tout de suite toute une batterie d'examens, mais il a fallu qu'il arrive à un événement indésirable. Comment est-ce qu'il y a d'autres établissements qui s'inspirent de ça, mais en n'attendant pas l'événement indésirable pour faire quelque chose pour la santé des soignants? Bon, les IAD n'ont pas besoin d'être pris en charge par la santé au travail, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts que le commun des mortels. Les surhommes. Donc voilà, ça c'est un autre sujet pour les IAD. Et pour le commun des mortels que nous sommes, effectivement, il y a un vrai besoin. Et il y a d'autres établissements, alors pas la PHP, mais pour citer un autre centre hospitalier, donc cette fois public, pur, qui est le centre hospitalier de Bergerac, qui lui a créé il y a peu la maison des hospitaliers. Okay. À peu près sur le même modèle, même encore plus ouvert, qui est à destination d'abord des salariés de l'hôpital de Bergerac et qui s'élargit progressivement aussi aux autres acteurs du bassin. Je trouve ça formidable, parce que ça veut dire qu'au-delà d'ouvrir une offre à destination de ses propres soignants, ce qui doit être la priorité, parce que tu le fais sur tes moyens, tu le fais sur ton temps également. Tu dis, je vais aller beaucoup plus loin dans cette notion de service public, et je l'ouvre à l'ensemble des professionnels du secteur, parce que on l'a pas encore dit pour l'instant, mais pour les professionnels de santé qui exercent dans un environnement de travail, malgré toutes les difficultés d'accès à une médecine du travail, ils sont dans un environnement. Alors que pour les libéraux, alors là, c'est encore un autre sujet, parce que même si l'exercice coordonné permet malgré tout un soutien entre pairs, de pouvoir profiter des moments comme ça où, lorsque l'un ou l'autre va moins bien, le collègue peut l'identifier, il n'empêche qu'avoir accès à un service de médecine de prévention et de santé au travail pour un libéral, c'est encore plus difficile. Oui. Et ajouter à ça, il y a le frein économique pour le libéral. Parce que tout simplement, il faut être pragmatique. Le libéral, le jour où il s'arrête, il n'est pas payé. Donc il faut bien remplir le caddie, il faut payer le crédit de la maison, les crédits de la voiture. Donc c'est des choses assez primaires, mais en même temps c'est la réalité. Donc allez voir le médecin de santé au travail, si tant est qu'il y en ait un sous la main et que c'est possible d'aller le rencontrer, potentiellement ça peut peut-être dire mettre en péril son activité. Donc il y a au-delà du frein confidentialité anonymat, pour les libéraux, c'est aussi celui économique. Donc comment au niveau de l'État et au niveau des caisses, etc., de tous ces organismes de prévoyance et d'assurance, comment aussi on garantit aux libéraux que le jour où ils doivent se mettre en arrêt, ou que le jour où pour des raisons de santé, ils doivent verrouiller leur activité, on les accompagne et qu'on les laisse pas un peu dans la nature, ce qui fait que ça garantit également pour le libéral d'aller chercher cette offre et de pas en avoir peur. Ok, oui, donc c'est bien aussi d'inclure effectivement le libéral et pas que l'hôpital. D'ailleurs, c'est la reproche que font beaucoup les libéraux dans beaucoup de mesures politiques, c'est que beaucoup de mesures sont prises pour l'hôpital public, mais que les libéraux ils sont laissés de côté. Donc c'est super chouette d'inclure les libéraux aussi. T'as une autre question là-dessus? Ou on continue? Ouais, on continue, parce qu'on n'a pas terminé on continue sur ton parcours, du coup. Ta carrière, voilà. Ah là, c'est ça. T'as le mec qui me... Bon, on paraphrase. Ouais, parce que du coup, donc t'étais parti effectivement en tant que rapporteur, mais ensuite, tu t'es pas arrêté là. Tu t'es dit que peut-être c'était un environnement qui pouvait être intéressant dans lequel évoluer. T'es parti sur quoi? Alors, après la mission, je suis reparti dans le privé pour une mutuelle que les hospitaliers connaissent bien, parce qu'elle s'appelle comme ça, la Mutuelle nationale des hospitaliers, en tant que conseiller paramédical sur les sujets destinés aux paramédicaux, donc plutôt l'offre de mutuelles, comment on mène des actions de prévention plutôt ciblées auprès des paramédicaux, parce que, je le rappelle, c'est une des populations les plus importantes, si ce n'est la plus importante dans le système de santé, et qui n'est pas toujours forcément la mieux traitée. Pour des sujets de prévention, pour des offres, pour considérer aussi que chez les paramédicaux, il y a différentes catégories socio-professionnelles chez les paramédicaux. Entre l'ASH et l'infirmier, déjà, il y a un gap de salaire. Et donc, les moyens économiques, peut-être même la littératie, la manière de comprendre les sujets est différente. De manière générale, les soignants comprennent pas très bien pourquoi il faut prendre soin d'eux-mêmes pour prendre soin des autres, puisque comme j'en ai plaisanté là juste avant avec les IAD, mais c'est valable pour en fait tous les professionnels. On est plus fort que les autres. On est invincible, on est des héros, on est des guerriers. Le président l'a rappelé pendant la crise Covid, et donc on va jamais chercher du soin.
Et quand on va chercher du soin, on est déjà très avancé dans la pathologie. On y va rarement quand les premiers signes arrivent, parce que soit on a accès à la pharmacie, donc on va piocher. Quand on est médecin, on se le prescrit. Et puis dans le pire des cas, on n'y va pas parce qu'on ferme les yeux sur sa propre santé en se disant que ça ira mieux demain. Et puis le médical, c'est un peu un sacerdoce, c'est normal de souffrir. La moitié du service a mal au dos. Donc c'est normal, il n'y a pas de quoi s'alerter. Et puis on a toujours fait comme ça pour certains. Bon, bref, il y a vraiment des déterminants très complexes autour de ce sujet de la santé des soignants. Donc c'était l'un de mes sujets quand j'étais conseiller paramédical à la MNH. Et puis la mission s'est pas terminée, la mission ministérielle, puisqu'on a continué. Donc Agnès Firmin-Lebaudot, pour parler un peu de politique, Agnès Firmin-Lebaudot, Aurélien Rousseau démissionne, Agnès Firmin-Lebaudot devient ministre de la Santé. Un mois après, elle n'est plus ministre de la Santé. À la suite du rapport, on devait publier une feuille de route en lien avec notre rapport, qui devait être publié en décembre 2023. Donc les aléas de la vie politique ont fait que cette feuille de route n'a pas vu le jour. Frédéric Valletoux est arrivé. On a repris le sujet avec Frédéric Valletoux et son équipe. De la volonté politique, on en a toujours eu, voire même beaucoup de volonté, parce que de manière générale, on peut difficilement, sur un plan politique, attaquer ce sujet. Personne ne peut vous dire que c'est nul et que ça sert à rien de s'intéresser à la santé des soignants. D'autant plus considérant tous les problèmes qu'on rencontre dans le système de santé. Donc on a continué à travailler avec les cabinets. Frédéric Valletoux, puis dissolution de l'Assemblée nationale, Geneviève Darrieussecq, et puis quelques semaines après la nomination du nouveau gouvernement Barnier, Philippe de Normandie et moi, donc mon collègue rapporteur de la mission, comme on en a l'habitude, tic et tac, nous allons faire le tour des cabinets pour rencontrer les ministres et leur reparler de notre sujet et du sujet de la santé des soignants. Et puis, 2 ou 3 semaines après la nomination des nouveaux cabinets, des nouvelles équipes gouvernementales, on va à la rencontre de Paul Christophe, qui venait d'être nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. On lui parle de la santé des soignants, et puis à la fin du rendez-vous, on me propose un poste de conseiller auprès de Paul Christophe, chargé des métiers, du soutien aux professionnels et aux aidants. Donc c'était plus ou moins quand même les sujets sur lesquels j'avais travaillé jusqu'à présent. Honnêtement, j'ai hésité. Parce que d'abord, on savait que l'agenda politique allait être compliqué, que la viabilité de ce gouvernement était quand même réduite, que ça pouvait durer 3 jours comme 2 ans et demi. Il fallait que j'ai des garanties, non pas des garanties professionnelles, parce que bon, je reste infirmier, je reste un professionnel. A priori, on manque d'infirmiers un peu partout, donc trouver du travail en tant qu'infirmier, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais des garanties sur mon périmètre. Quelle allait être mon autonomie? Quels étaient les sujets que j'allais pouvoir porter et quelles allaient être mes relations avec d'abord mon ministre, c'est quand même une question de feeling, et puis avec mes collègues conseillers. Oui. Et puis en filigrane, il y a quand même toujours cette question de légitimité. C'est comment, en tant que infirmier, on trouve une légitimité d'abord à assumer le poste de conseiller ministériel, parce qu'il faut pas oublier que quand on est nommé conseiller, il y a beaucoup de fantasmes autour de la fonction de conseiller. J'ai plein de gens, y compris des amis très proches, qui imaginaient que j'avais un chauffeur qui venait me chercher, me raccompagner. Pas du tout. Non, je prenais la ligne 6 comme le commun des mortels, très tôt et très tard, mais je la prenais quand même, et qu'un huissier en grande chaîne m'attendait à l'entrée pas du tout. Je prenais l'ascenseur comme tous les autres. Donc il me fallait plein de garanties pour être conseiller. Les garanties sont arrivées très vite, parce que dans ce genre de situation, les cabinets se montent rapidement. Je l'ai appris le lundi à 9h et j'ai donné ma démission le lundi à 17h. Pour rentrer au cabinet, et pas la semaine suivante. Ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, c'était ok. Quand je suis arrivé sur ma table, donc il y avait une énorme pile de parapheurs, mais ma directrice de cabinet m'a dit bienvenue dans l'aventure. Et pendant 3 mois, ça a duré environ 3 mois, ça a été très intense. J'ai eu l'impression d'avoir vécu 1 an et demi de vie professionnelle. Tellement, d'abord, on était dans un moment politique quand même assez historique dans la Ve République. Le budget, c'était le noyau dur de l'ensemble des débats politiques, médiatiques, institutionnels. Pour le secteur médico-social et social, puisque mon ministre agissait que dans ce périmètre-là, c'est déjà pas mal, il y avait de vrais enjeux, parce que quand on parle du financement des EHPAD, quand on parle de l'attractivité des métiers, il y a quand même un vrai sujet d'argent.
Et puis il y avait ce sujet de la santé des soignants, parce que dans le secteur médico-social et social, je pense à l'exemple des aides-soignants. Une aide-soignante a une sinistralité supérieure en termes de TMS, troubles musculo-squelettiques, par rapport à un maçon. Donc mieux vaut être maçon que aide-soignant en EHPAD. Ça a été démontré. Un tiers supérieur. Ah oui, c'est d'accord. Voilà. Donc il y a de vrais sujets, de vrais enjeux, à la fois pour prendre soin de nos aides-soignantes et pas que d'elles dans les établissements, mais aussi parce que, on le sait bien, il y a un virage démographique, donc il y aura quand même de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes qui nécessiteront des prises en charge hyper complexes, donc très lourdes physiquement également. Donc comment on leur donne des moyens d'être et de durer un petit peu quand même dans la carrière, au-delà des contraintes financières. Donc ça, c'était l'ensemble de mes sujets. Et puis très vite avec le ministre, il y a eu un énorme feeling, déjà parce qu'on est du Nord, les gens du Nord, on est très solidaires entre nous, et puis finalement on habite pas très loin l'un de l'autre, même si on n'est pas voisins, mais très vite en flamands que nous sommes, on s'est compris. Il y a eu la volonté d'ouvrir les portes du ministère, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de fantasmes. Énormément de fantasmes, à la fois sur les salaires, sur la manière comment ça se passe, avec laquelle on agit. Tout le monde a l'impression qu'en fait on a une influence et tout pouvoir sur les uns les autres, ce qui est pas tout à fait le cas, et que une fois qu'on a les mains tout en haut, en fait on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout, et que tout n'est pas si simple que ça, et que s'il suffisait d'un claquement de doigts pour agir, sans doute que d'autres n'auraient pas attendu qu'on arrive au ministère pour le faire. Justement, qu'est-ce qui empêche de faire les choses, de faire en sorte que ça bouge? Parce que moi, je discute avec mes collègues en salle de pause, j'écoute leur théorie, ça n'a pas l'air si compliqué. En théorie, il n'y a jamais rien de compliqué. Ouais, En théorie, il n'y a jamais rien de compliqué. Mais en fait, tout est extrêmement compliqué. D'abord, le sujet financier, on le vit encore aujourd'hui au moment où on tourne la vidéo, c'est le sujet principal. On sait que les finances publiques sont quand même pas au beau fixe et que ça ne devrait pas forcément se résoudre. Ouais. Donc comment, sans promettre les grands soirs au système de santé, comment on peut essayer tant bien que mal de continuer d'abord à faire vivre les établissements dans un mode de fonctionnement habituel, et puis dans certains cas, comment on peut peut-être réinvestir sur certains sujets. La notion d'argent, elle n'est pas que à Bercy, au ministère des Finances. Elle est aussi sur le terrain avec des élus locaux. Elle est aussi du côté des financeurs du système de santé. Elle est aussi du côté des professionnels de santé eux-mêmes. Et sur d'autres sujets, il y a aussi quand même une vision parfois un peu corporatiste, un peu dogmatique de certains sujets. Vous me l'avez posé en introduction avec le oui ou non. Il y a certaines professions qui sont leurs propres ennemis. On prend la profession infirmière. Je suis toujours inquiet que on est environ 700 000, un gros trait, on n'arrive pas à se fédérer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à parler d'une seule voix sur un certain nombre de sujets. On l'a quand même vu plus ou moins sur la proposition de loi infirmière, où il y a une forme de convergence, mais parfois ça coince, parfois ça frite. Ah oui. Et aujourd'hui, la profession infirmière n'arrive pas à se fédérer. On n'arrive pas à être porter une voix commune sur des sujets. Alors que quand on parle d'influence, d'abord ça passe par là. Les médecins le font très bien. Les médecins arrivent à se fédérer, à parler d'une seule voix. Ça ne veut pas dire qu'ils portent une voix intéressante, toujours, mais ils arrivent à porter une voix commune. Et c'est ce qui donne de la force, parce que, évidemment, quand on parle, même si eux sont environ 30-40 000, la voix commune, elle est robuste. Si on portait une voix commune à 700 000, elle serait plus que robuste. C'est-à-dire qu'on l'emporte par le volume, ne serait-ce que par le volume, dans les médias, dans la sphère professionnelle. Donc comment on peut essayer de lever un certain nombre de dogmes et de corporatismes, y compris en interne de profession. Il n'y a pas que la profession infirmière, mais pour l'avoir vécu de l'intérieur, parfois c'est vrai que cette profession, elle n'est pas toujours très soudée entre elles. Et il y a des aspirations, il y a des arguments qui s'entendent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais peut-être aller au-delà des intérêts individuels et essayer de viser le collectif. Après, il y a un certain nombre de sujets, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les problèmes d'organisation, les freins structurels, le millefeuille administratif,
Ça fait 35 ans que ça existe, voire plus. Et donc, évidemment, à nouveau, en un claquement de doigts, tu vas pas transformer le monde. D'ailleurs, je suis pas convaincu aujourd'hui, y compris pour des projets politiques futurs, qu'on va avoir des candidats ou des candidates qui vont nous porter un projet politique où il faut faire ça, il faut appuyer sur ce bouton et tout le système de santé va être révolutionné et ce sera le monde des bisounours. Non, j'y crois pas. Je pense que c'est un ensemble de mesures, au même titre que l'attractivité ou la QVCT. Il s'agit pas d'acheter un micro-ondes tout neuf pour se dire qu'on a fait de la QVCT. C'est tout un ensemble de choses. Et là où, sans doute, il faut peut-être être innovant, et aujourd'hui on arrive difficilement à le faire, c'est peut-être donner de la latitude, un peu plus d'autonomie aux professionnels de santé de terrain pour faire des propositions. Et chez ces professionnels, on en parlait en off avant d'enregistrer, je suis convaincu qu'on doit peut-être donner plus de place en termes de leadership politique et institutionnel à ces professionnels de santé. Quand on regarde aujourd'hui de quelle manière est représentée dans la haute fonction publique et à des postes de décideurs publics la profession infirmière, pour reprendre cet exemple, est pas tout à fait représentée. Les postes de conseillers ministériels, il y a peu d'infirmiers qui ont occupé des postes de conseillers ministériels jusqu'à présent. Mais justement, tu vois, quand tu dis qu'il n'y a pas de représentation, je suis complètement d'accord. Je suis allé chercher un petit peu pour le podcast. Je suis allé chercher les plus visibles. Je suis allé chercher au niveau des députés, sénateurs, sénatrices, voilà. Il n'y a pas. On trouve quelques médecins. J'ai trouvé une aide-soignante, une kiné, une ortho, quelques infirmières en incluant les spécialistes. Et c'est tout. Après, je suis pas allé chercher d'autres professions, mais est-ce que c'est pas la profession en elle-même qui se tire vers le bas? Peut-être pas, mais en tout cas qui s'empêche de croire que c'est possible d'y aller, tout simplement. J'ai envie de répondre à la question. Vas-y. Pour moi, le premier sujet, c'est celui d'abord de la formation. Il faut quand même reconnaître que dans la formation initiale d'infirmier, hormis l'UE de santé publique et qui est pas très homogène selon les IFSI, on ne nous forme pas à bien comprendre les ressorts, les rouages du système dans lequel on évolue. C'est bien joli de connaître qu'il existe un ministère, une DGOS, l'OMS, et ça ne te donne pas les clés pour bien comprendre dans quel environnement tu gravites. Et quand on regarde une carte simplifiée du fonctionnement du système de santé, il faudrait presque une année complète de formation pour que les infirmiers puissent le comprendre. Voire même ceux qui sont formés ont encore un peu de difficulté à bien appréhender tous les ressorts. Le deuxième sujet qui arrive juste après, c'est celui de la légitimité. Je pense que tu as plein d'infirmiers qui disent c'est pas fait pour moi. Syndrome de l'imposteur. Voilà. Colle à la peau. C'est pas fait pour moi, c'est pas mon monde. Et faire de la politique, c'est pas qu'être militant. Moi, j'insiste là-dessus, parce que très souvent, quand on parle de ce sujet, on me dit oui, mais alors dans ce cas-là, il faut s'engager dans un parti. Pourquoi pas? Ça va être ma question, tu vois. Pour faire de la politique, il faut faire partie d'un parti, sinon... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et plein de partis qui défendent des valeurs, quelles que soient les valeurs. Bon, tant mieux, si ça vous correspond, allons-y. Mais faire de la politique, c'est pas être que militant. Faire de la politique, d'ailleurs, être soignant au quotidien, c'est faire de la politique, au sens très noble du terme, parce que faire de la politique, quand on reprend l'étymologie du mot, c'est agir pour le bien commun, pour le collectif. Quand on est soignant, a priori, on agit quand même pour une forme de collectif, parce qu'on agit pour la santé. La santé, ça nous concerne tous. Donc, c'est comment, à travers peut-être cet engagement premier, parce que je déteste le mot vocation, cet engagement premier, on arrive à donner une forme de légitimité aux infirmiers, mais pas qu'aux infirmiers, parce que quand on parle avec des masseurs kinésithérapeutes, quand on parle avec des aides-soignants, on est toujours un peu sur les mêmes ressorts. C'est pas fait pour moi. C'est pas mon monde. Comment on leur permet d'intégrer cet environnement, et ça a été tout le sujet quand moi j'étais conseiller, d'ouvrir les portes du ministère, et notamment avec ma collègue conseillère au cabinet de la ministre de la Santé à l'époque, on a permis à des aides-soignantes de venir découvrir, de venir visiter le ministère de la Santé et de rencontrer les ministres. Et curieusement, c'était la première fois qu'elle rencontrait, parce qu'il y avait qu'une majorité de femmes, qu'elle rencontrait des ministres. Et pour elle, elle touchait presque du doigt le sacré. Alors qu'en fait, justement, il faut, sans désacraliser la fonction, et peut-être remettre un peu plus d'authenticité dans ce qu'est la fonction politique et dans ce qu'il est possible de faire quand on est soignant, et pas seulement que de devenir député, sénateur ou ministre. Et d'ailleurs,
pense pas qu'aujourd'hui être ministre c'est une fin en soi. Mais là on arrive l'année prochaine aux élections municipales. Pourquoi pas donner envie à des soignants de s'engager, de devenir élu local et à nouveau sans devenir maire. Mais ne serait-ce que s'inscrire sur une liste, de vivre l'aventure politique au sens politicien du terme, déjà c'est un premier pas. Et puis après c'est aussi investir d'autres aspects. Vous, en faisant du podcast, en étant visible sur les réseaux sociaux, c'est une forme de politique et ça fonctionne bien dans d'autres pays. D'ailleurs, des producteurs de contenu ou des influenceurs, selon comment on les appelle, ont parfois une portée politique plus importante que les politiques eux-mêmes. Donc allons-y, investissons toutes les strates, tout ce qu'il est possible de faire pour porter une voix, pour peut-être mieux faire connaître nos métiers, parce que dans l'imaginaire collectif, le métier d'infirmière, c'est la piqûre, la prise de sang. Oui, ça... C'est bobonne. Donc il faut sortir de cette image. Voilà, c'est l'obéissance au paternalisme médical. Et ça, on pourra le faire que si on arrive à agir à différents niveaux. Et la publication, la recherche, etc. Enfin, il y a plein de moyens, plein de leviers pour être légitime et incarner une forme de leadership politique et institutionnel. Pour conclure sur le podcast, on ne pouvait pas te recevoir sans te poser cette question. On est bien placé avec Louis pour savoir que sur les réseaux, quand on se met en avant, on s'expose forcément à des critiques. Je sais que tu as désinstallé Twitter. Je pense qu'on devrait tous faire ça. Twitter, monde de haine. Qu'est-ce que tu répondrais au hasard à des personnes qui diraient que tu n'as pas de légitimité pour parler de la profession infirmière parce que tu n'as pas exercé en tant qu'infirmier? Comment tu réagis par rapport à ça? Parce que, à juste titre, tu as eu tout à fait de raison de réagir sur Twitter. J'ai toujours trouvé, moi, ces remarques un peu injustes. Et justement, j'aimerais aussi te donner une occasion de répondre à ça, parce que je pense que... Voilà. Alors, au tout début, je vais pas te dire que ça me touchait pas, que j'y étais pas attentif. Aujourd'hui, ça me glisse, mais vraiment dessus, parce que évidemment, quand on prend la lumière, quelle que soit la lumière, on a tendance à se faire tirer dessus, et qui plus est quand on est un peu dans l'environnement politique, parce que pour certains infirmiers, je suis un vendu, donc je suis passé du côté obscur de la force, et donc je ne parle qu'avec des politiques, et je ne suis qu'un politique. Pour d'autres, j'ai pas été infirmier, donc j'ai qu'une légitimité, comme tu l'as dit, pour m'exprimer sur en tout cas, je suis infirmier, j'ai le diplôme, mais j'ai pas exercé. Mais je vais pas rougir, je pense, de mon parcours professionnel qui me donne une légitimité en tant que soignant. Et aujourd'hui, dans tous les sujets que je porte, je m'exprime pas que pour la profession infirmière. J'essaye de m'exprimer pour la profession soignante de manière générale. Et c'est ce qui, grâce à mon parcours, qui me permet de me donner une légitimité. C'est sûr que c'est pas moi qui vais tourner une vidéo sur comment on pose un cathé ou comment on réagit au choc anaphylactique. Et d'ailleurs, je pense pas que les gens m'attendent là-dessus. Ils m'attendent sur d'autres sujets. Après des attaques, très honnêtement, même le jour où j'ai été nommé au cabinet, j'ai été assailli de messages privés sur LinkedIn, qui reste un réseau professionnel, de gens qui, a priori, étaient des gens avec lesquels je n'avais jamais eu de problème, qui considéraient que pourquoi moi et pas un autre. Donc cette notion de légitimité, elle va revenir en permanence sans doute, et plus on va avancer sur des sujets politiques, plus ça sera le cas, parce que d'une part, il y a de la jalousie, parce que des profils politiques dans le secteur, il y en a pas beaucoup, et donc ça inquiète, soit parce que ça a un peu un caractère d'ovni. Moi, parfois, je me considère comme un ovni. Il faut tirer dessus. Il faut tirer dessus, et comme j'appartiens pas à un ordre, je suis pas élu de l'ordre des infirmiers, ou j'appartiens pas à un syndicat ou une association, ça peut effrayer. Mais pour ceux qui se posent des questions sur moi, ou qui estiment que je suis un petit merdeux, sans doute, il y en a peut-être beaucoup, je les invite à m'envoyer un petit message avec plaisir. J'aime bien boire des bières, donc. Mais aussi tout le côté, je pense qu'on a aussi, et ça c'est toute la difficulté, dès que t'as, on va dire, un poids politique, même si, comme tu l'as dit, il faut vraiment modérer et enlever tout le côté sensationnel autour de ça. Je pense qu'il y en a qui, justement, toi tu t'es choisi de vraiment se concentrer sur la qualité de vie des soignants. Et il y en a aussi qui ont pu dire, par exemple, que tu avais une voie justement pour faire évoluer les infirmiers. Parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire, les gens pensent que tu as un pied dans le ministère, tu peux changer le monde, et que tu t'en servais pas pour faire évoluer les infirmiers. Sans doute. Voilà. Sans doute.
Ce sera la conclusion de ce podcast. De toute façon, c'est la meilleure réponse sur Twitter. Hein. On parle, pas lu, Sans doute. Sans doute, oui. Mais, et voilà, plus on avance, et y compris vous, en tant que producteur de contenu, vous êtes parfois la cible d'attaque. Bon, il faut s'y préparer. Ça veut pas dire qu'on doit être insensible aux gens qui vous envoient des scuds gratos sur les réseaux, mais il faut se durcir le cuir, mais tout en restant authentique. Et jusqu'à présent, en tout cas, le jour où je perds en authenticité, où je donne l'impression d'être un vrai petit merdeux, je compte sur mes amis et les gens qui me connaissent bien pour me rappeler à l'ordre et me demander de redescendre un peu sur terre. Ouais. Je trouve ça important d'aborder ça parce que justement, vu que je pense que tu as le droit de répondre aux gens qui disent ça aussi. Et comme nous, justement, on a été vraiment la cible on est toujours de temps en temps la cible de critiques et tout. On sait ce que c'est aussi et on sait à quel point c'est irrationnel, mais voilà. On arrive à vivre avec. C'est important parce que du coup, le fait de pouvoir vivre avec, ça permet aussi à la profession d'évoluer. Enfin, s'il y en a pas qui arrivent à sortir la tête de l'eau pour pouvoir faire évoluer, finalement, on n'arrivera jamais à rien faire. On sera toujours tiré vers le bas. L'essentiel pour moi, c'est mon cap, c'est d'avancer sur des sujets, y compris politiques, sans d'abord écraser qui que ce soit. Jusqu'à présent, en tout cas, et si j'ai écrasé quelqu'un, qu'il me le dise. Mais j'ai pas l'impression d'avoir écrasé qui que ce soit, et de rester propre. C'est-à-dire sur des sujets qui ont une valeur ajoutée et qui n'embarquent pas des objets dégueulasses. Voilà. Il y a plein de sujets en politique ou sur le volet institutionnel qui peuvent être sales. Jusqu'à présent, en tout cas, je veux pas y mettre les mains. Et j'espère que j'y mettrai jamais les mains, d'ailleurs, parce que c'est là où finalement ça fait du mal à la profession d'aller sur ce genre de sujet. Donc, essayons de rester plus ou moins propre avec ce cap de n'écraser personne et de rester focus aussi sur ce souci de faire. C'est toujours un peu utopique de le dire comme ça, mais de faire un peu de bien commun, un peu de collectif. Ce sera les mots pour conclure cet épisode. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous, les garçons. De venir. C'était chouette. Je pense que ça va permettre d'éclairer, justement, de démystifier un peu beaucoup de choses sur l'univers politique et aussi sur ton parcours. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.